La vie fixée chez la plante est le résultat de l'évolution. Troisième partie de notre volet, on va s'intéresser à la colonisation du milieu. Donc on part de la fleur à la colonisation du milieu. Cette première vidéo va parler de la structure de la fleur. Donc une fleur normale, malgré la grande diversité des fleurs, elles sont toujours organisées de la même façon. Elles sont constituées de différents verticilles, ce sont des couronnes concentriques sur lesquelles sont disposés les différents éléments. De l'intérieur vers l'extérieur, on trouve tout à fait au centre l'appareil reproducteur femelle, le gynécée. Ensuite autour l'androcée, puis autour la corolle avec les pétales et autour le calice constitué des sépales. Alors qu'est-ce que c'est que ce calice? C'est l'ensemble des sépales qui forment l'enveloppe florale externe ayant pour rôle la protection de la fleur. Bon, ça veut dire quoi tout ça? Quand votre fleur est en bouton, elle est fermée, elle est protégée par des sortes de feuilles très épaisses qui se rejoignent au niveau de leur pointe et quand ces sépales vont s'ouvrir, on va deviner les pétales et leur couleur. Donc à l'intérieur, deuxième verticille, c'est-à-dire deuxième couronne sur laquelle sont disposées des pièces, ce sont les pétales. Donc ici, l'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle et ça a souvent un rôle attractif des pollinisateurs. Enfin, l'appareil reproducteur mâle, l'androcée, qui se situe également sur un verticille, donc sur une couronne. L'androcée se compose de l'ensemble des étamines et c'est au sommet des étamines que se forment les grains de pollen. Et tout à fait au centre de la fleur, le gynécée ou appareil reproducteur féminin, c'est l'ensemble des carpelles de la fleur portant les gamètes femelles, les ovules. Donc un carpelle, c'est un appareil reproducteur femelle, on verra ça en détail après. En ECE, on va souvent vous demander d'étudier une fleur. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire la dissection de la fleur et dessiner un diagramme floral, c'est-à-dire une représentation schématique de la structure de la fleur. Donc il faut bien savoir qu'il y a 4 verticilles, V1 qui porte les sépales, V2 qui porte les pétales, V3 qui porte les étamines, V4 qui porte les carpelles. Parfois, ces verticilles peuvent être doubles, donc tout dépendra de la structure de votre fleur. Donc l'androcée, c'est l'ensemble des étamines qui sont représentées en jaune sur ces schémas. Une étamine, qu'est-ce que c'est? C'est constitué d'un filet et d'une anthère. Et l'anthère est constituée de 2 petites poches qui vont fabriquer les grains de pollen, c'est-à-dire que ce sont des cellules qui vont subir la méiose. Le gynécée ou pistil, c'est l'ensemble des carpelles, ici sur ce dessin au nombre de 2 et qui sont soudées. Donc on a ici, on devine 2 poches à l'intérieur, donc 2 loges soudées que l'on appelle des ovaires qui contiennent les ovules. Ces 2 éléments sont reliés par le style au stigmate qui lui va recueillir le pollen. Donc en fait ici, s'il y a 2 loges, 2 ovaires, c'est parce qu'il y avait 2 carpelles. Donc en fait un carpelle c'est un élément reproducteur femelle. Parfois les carpelles sont libres les uns des autres, on peut en compter 4, 5. Parfois ils sont soudés et ne forment qu'un seul élément qu'on va appeler de toute façon le pistil. Donc voici une dissection florale d'un œillet. Vous voyez que sur la feuille, on a dessiné les cercles concentriques correspondant aux verticilles. On a positionné les éléments à l'endroit où on les a arrachés délicatement avec la pince. Donc il faudra faire attention avant de commencer votre dissection, il faudra repérer les éléments. Parfois les éléments sont soudés entre eux, parfois ils ne le sont pas, parfois ils sont soudés uniquement à la base. Donc là c'est la dissection d'une de mes collègues. La fleur fait 2 cm de diamètre et là vous êtes obligé de travailler sous une loupe.
Personnellement, en classe, j'utilise la bignone, vachement fastoche, elle fait 8 cm de long cette fleur. Elle est un petit peu compliquée en le sens où, vous pouvez le voir sur la photographie, les étamines sont soudées aux pétales. Donc là, vous avez une fleur, on peut compter les sépales que j'ai disposés donc plus au centre, ils sont plus petits. Nous avons 5 pétales, 5 sépales. Nous avons 4 étamines et un pistil. Donc voici deux productions qu'on pourrait vous demander en ECE. Donc chaque dissection de fleurs doit être accompagnée de son diagramme floral et on peut vous demander la formule florale. Donc sur la dissection de la bignone, en bas vous avez le diagramme floral avec ses légendes et à droite la formule florale. Donc une fleur, c'est constitué d'un axe, une tige, qui porte des feuilles transformées en vue de la reproduction. Vous avez ici donc un schéma de Goethe en 1970 où on a représenté une fleur étirée. Hein, c'est comme si on avait bloqué à la base et on l'avait tiré vers le haut comme un élastique pour bien qu'on sépare les différents éléments et qu'on les repère. Alors, on va commencer à lire ce schéma par le bas du tableau. Pourquoi? Parce qu'on ce bouton floral, il a poussé à partir d'une tige. Donc je trouve plus logique, moi, de le lire depuis sa base. Donc on va démarrer en bas. Vous avez la bractée. Alors la bractée, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille identique ou différente des feuilles ordinaires. Elle est axile à l'axe floral. Ça veut dire quoi? Qu'elle pousse le long de l'axe. Elle est orientée dans le même sens que l'axe floral. Donc ce pédoncule floral porte à sa base une bractée. On peut voir parfois une préfeuille. Donc il y en a une chez les monocotylédones et deux chez les dicotylédones. Alors qu'est-ce que ça veut dire monocotylédone, dicotylédone? Souvenez-vous, quand vous avez fait la dissection de graines au collège en 6e. Oui, je sais, ça remonte à loin. Vous avez tous fait la dissection du haricot en général. Et vous avez séparé la graine de haricot en deux éléments symétriques qu'on appelle des cotylédons. Ce sont des réserves d'énergie pour la future plantule quand elle va germer. Donc certaines plantes n'ont qu'un seul cotylédon, on les appelle des monocotylédones, et certaines plantes ont deux cotylédons dans leurs graines, donc on les appelle des dicotylédones. Donc la préfeuille, on va en trouver une chez les monos et deux chez les dicos. Ensuite, nous avons la structure proprement dite de la fleur avec les fameux sépales. L'ensemble des sépales forme le calice, ça sert de protection du bouton floral, puis la corolle avec les pétales qui servent à l'attraction, puis le verticille des étamines qui constitue l'appareil mâle, l'androcée, et nous avons les pièces florales appelées carpelles qui sont des pièces féminines qui constituent le gynécée et qui donc vont produire les ovules. Parfois, calice et corolle, c'est-à-dire sépales et pétales, n'ont pas de différence de couleur, on les confond et on n'arrive pas à faire la différence. Donc ça, c'est pas bien grave, et ils vont quand même jouer le même rôle. Et de toute façon, calice plus corolle, on appelle ça le périanthe. Péri veut dire autour, anthos de la fleur. C'est ce qui va entourer finalement les éléments importants de la fleur, à savoir les étamines et le carpel. Donc, dessous, je vous ai mis l'évolution de l'ouverture d'un bouton de fleur. Donc ici, des roses. À gauche, vous avez 3 boutons de roses. Donc ces éléments verts qui ferment et protègent la fleur. Vous voyez en deuxième photo qu'ils vont s'écarter. Donc ces éléments verts, ce sont les sépales. On devine les pétales à l'intérieur. Alors bien sûr, c'est pas la même rose. Là. La deuxième photo, elle est un peu rouge. À droite, c'est un montage photo qui montre l'ouverture d'une rose jaune. Donc là, on voit que la corolle s'ouvre. Donc ici, il y a plusieurs verticilles de pétales chez cette rose. Donc le diagramme floral. Il doit représenter la structure de votre fleur. Donc sur un diagramme, il faut toujours positionner l'axe de l'inflorescence. D'accord? Donc, on le repère par un petit point. Ensuite, par rapport à l'axe de l'inflorescence. Donc l'inflorescence, c'est l'ensemble des fleurs. Hein. Souvent, on n'a pas une fleur toute seule, sauf chez les herbacées et encore. On va représenter donc cette tige sur laquelle poussent toutes les fleurs. On va représenter en deux la bractée
Et ensuite, entre les deux, on va positionner la fleur. En 3, les bractéoles s'il y en a, si vous arrivez à les voir, des fois elles sont toutes petites. Et puis enfin, en 4, le verticille des sépales, en 5, le verticille des pétales, en 6, le verticille des étamines, et au centre, le gynécée. Votre diagramme floral doit représenter les différents verticiles de la fleur. Donc à droite, je vous ai mis une fleur étirée, ce schéma est pas mal. Donc en bas, l'ensemble des sépales, le calice, ce sont les légendes 4. En rouge, l'ensemble des pétales, le corolle, ce sont les légendes 5. Les étamines qui forment l'androcée, ce sont les légendes 6. Et le gynécée avec le carpel, ce sont les légendes 7. Donc avant de commencer votre dissection, vous devez bien repérer comment sont disposés les éléments les uns par rapport aux autres. Donc préparez vos cercles et commencez votre dissection. Donc le diagramme floral. Voilà, vous avez ici une fleur en coupe. Là, une fleur vue de dessus. Et là, le diagramme floral correspondant. Comment est-ce qu'on a fait? On a commencé par dessiner au crayon de papier les cercles pour représenter les verticiles floraux. Vous avez, en même temps que vous avez fait votre dissection, vous avez déjà arraché les sépales et vous les avez positionnés sur votre feuille blanche, sur un cercle ou pas de cercle, à vous de voir si vous êtes bon ou pas. Vous pouvez faire des cercles au crayon de papier très léger, puis vous positionnez vos sépales. Et en même temps, vous dessinez à droite vos sépales sur le diagramme. Alors, certains préfèrent faire les deux en même temps, c'est-à-dire je dissèque un verticille et je le dessine. Certains vont préférer faire la dissection complète, c'est-à-dire poser sur leur feuille blanche tous les éléments qu'ils ont découpés les uns après les autres et ensuite dessiner le diagramme floral. Faire attention, si vous avez des éléments qui sont soudés entre eux, vous pouvez très bien, à force de disséquer, oublier qui était soudé avec qui. Troisième étape, vous dessinez les pétales sur le verticille suivant. Donc bien faire attention à la position relative des sépales et des pétales. Vous voyez qu'ici ils sont alternes. Et sépales ici et pétales ne sont pas soudés entre eux. S'ils étaient soudés entre eux, on aurait mis un petit trait qui relie les pétales jaunes entre eux par exemple. On rajoute ensuite le verticille des étamines, on les positionne bien. Et enfin, on dessine au centre le pistil. Donc il va falloir disséquer le pistil, donc faire une tranche, une coupe transversale comme un saucisson. À la loupe, regardez à l'intérieur combien il y a de loges. Et chaque loge est un carpel. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 loges, il y a 3 carpels. Et enfin, ne pas oublier de placer la bractée et l'axe. Pour la formule florale, alors il va falloir faire attention. La formule florale en général, on l'écrit sur son brouillon avant de commencer la dissection et on la complète au fur et à mesure. On va déjà essayer de repérer si la fleur est actinomorphe ou zygomorphe. Alors, il va falloir repérer aussi si l'ovaire est super ou infère. Bref, c'est assez compliqué. Donc on va déjà repérer si elle est actinomorphe, c'est-à-dire si elle a une symétrie rayonnante, comme sur le dessin du centre. Il y a 3 symboles. Soit on met un petit point, soit on met une croix verticale, soit une croix en diagonale. Ensuite, zygomorphe, c'est une fleur qui a un seul axe de symétrie, comme en bas à droite. On ne peut pas en placer d'autres. Ensuite, on va indiquer dans notre formule florale le nombre de sépales, le nombre de pétales, le nombre d'étamines, le nombre de carpels. Donc, S pour sépales, P pétales, A pour androcée, étamine. On peut vous faire écrire E pour étamine, c'est accepté aussi. On peut mettre G pour gynécée ou C pour carpel. Dans tous les cas, il va falloir mettre le nombre. Si vous arrivez à faire la dissection correcte du gynécée, c'est-à-dire à faire votre tranche et à compter le nombre de loges et à compter le nombre d'ovules par loge. Alors là, il vous faut une bonne loupe souvent, c'est pas évident. Ensuite, il va falloir repérer si l'ovaire est situé sous le verticille des sépales ou au-dessus. Donc si l'ovaire est situé au-dessus des sépales et des pétales, on dit que l'ovaire est super. À ce moment-là, on va mettre un petit trait sous le G.
pour bien dire que le G il est au-dessus de la ligne des verticilles. Si l'ovaire est infère, c'est-à-dire situé sous les verticilles des sépales et des pétales, à ce moment-là, dans votre formule, vous mettez un petit trait au-dessus du G, ça veut dire que le gynécée est en dessous de la ligne des verticilles. Donc par exemple, on peut avoir les cas particuliers des liliacées, on ne va pas parler de sépales et de pétales, on va parler de tépales. Vous voyez sur cette photo de lys, on ne fait pas la différence entre les sépales et les pétales, à part leur position, ils ne sont pas sur le même verticille. En fait, sépales et pétales se ressemblent, on parle donc de tépales, il n'y a pas de distinction, on parle donc de tépales. Vous avez à droite le diagramme floral de la fleur de lys et une petite schématisation de sa position. Dessous, la formule florale, donc ici 3T plus 3T' plus 3E plus 3E'. Il se trouve qu'il y a 2 verticilles d'étamine chez le lys, plus 3 carpelles, et vous voyez que le carpel est au-dessus de la ligne des verticilles, donc il est super. Ici un exemple pour le géranium. Donc vous avez la formule florale avec le symbole en début de formule florale, c'est une fleur actinomorphe, donc à symétrie radiale. 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines plus 5. Donc il y a ici une autre façon de représenter la formule florale avec 2 verticilles d'étamines. Vous avez 5 carpelles. Ici donc pour une autre fleur, vous voyez que c'est une fleur zygomorphe. Donc on a 5 sépales, on a une position particulière, un verticille de 3 pétales et un verticille de 2 pétales, on a 9 étamines et un carpel. Donc pour la bignone, on a donc au niveau du diagramme floral un seul axe de symétrie, elle est donc zygomorphe, on peut mettre un Z parfois, donc le tout est que dans vos légendes vous soyez explicite, soit vous dessinez bien le symbole, soit vous mettez A pour actinomorphe ou Z pour zygomorphe, c'est à vous de voir mais il faut expliciter. Donc ici 5 sépales, 5 pétales, 4 étamines et 2 carpelles. Alors, pourquoi j'ai mis des éléments entre parenthèses? Tout simplement, mes 5 sépales, je les ai mis entre parenthèses parce qu'à leur base, ils étaient soudés. Regardez le dessin à droite. Vous prenez les fleurs qui sont ici sur l'inflorescence. Vous voyez que vous avez à la base de la fleur un seul élément et qui est découpé en pointe au sommet. Ce sont les sépales. Et à l'intérieur, on a les pétales qui sont également soudés à la base, qui forment une trompette. Donc ici, on a des sépales et des pétales qui sont soudés entre eux. Et donc comme ils sont soudés entre eux, on les met entre parenthèses. S'ils n'étaient pas soudés entre eux, je n'aurais pas mis de parenthèses. Les étamines, par contre, ne sont pas soudées entre elles. Elles sont soudées aux pétales. Donc comme elles ne sont pas soudées entre elles, on ne met pas de parenthèses. Les carpelles sont soudées entre eux, on a un seul pistil. Quand on a fait la coupe à la base du pistil, on a trouvé 2 loges, donc 2 carpelles. Voilà pourquoi le 2C est entre parenthèses. Maintenant, on va s'intéresser aux fleurs mutantes. On travaille beaucoup sur la rabette des dames. C'est une petite fleur qui présente beaucoup de mutations. Donc vous avez en haut une fleur d'arabette des dames normale et en bas vous en avez une qui est mutée. Alors le diagramme floral classique avec les 4 verticilles V1, V2, V3, V4. Les pièces florales sont disposées d'une certaine manière. Tout ça c'est contrôlé génétiquement. Donc vous avez 3 gènes qu'on a appelés les gènes ABC, donc ce sont des gènes dits architectes ou homéotiques. Et ils vont chacun être responsables de la mise en place d'une catégorie de pièces florales, mais peuvent fonctionner également par deux. C'est-à-dire que sur le verticille 1, le vert, il n'y a que le gène A qui fonctionne. Sur le verticille 2, le blanc, les gènes A et B fonctionnent. Sur le jaune, le verticille 3, B et C fonctionnent. Et sur le verticille 4, il n'y a que le gène C qui fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on a découvert ça? Tout simplement en étudiant des mutants et en faisant leur analyse génétique, on s'est aperçu que certains gènes ne fonctionnaient pas
Et en analysant la structure des fleurs par élimination, on a pu trouver quel gène était responsable de quelle partie de la fleur. Alors vous allez me dire, ça paraît bien compliqué ce schéma. Pourquoi il y a des A, des B et C partout? On va voir ça plus en détail. Donc le modèle ABC, il a été établi en 1991, avant que les séquences des gènes ABC ne soient connues. Quand on a isolé les gènes et qu'on a étudié leur profil d'expression, on a pu confirmer le modèle. Alors qu'est-ce qui se passe? De l'extérieur de la fleur vers l'intérieur de la fleur, on a 4 verticilles. 1, 2, 3 et 4. Chacun correspond à une pièce florale. Donc verticille 1, les sépales. C'est le gène A qui fonctionne uniquement. Sur le verticille 2, les pétales, on a B et A qui fonctionnent. Verticille 3, les étamines, on a B et C qui fonctionnent. Verticille 4, les carpelles, on n'a que C qui fonctionne. Donc forcément en symétrique, donc j'ai dû retourner mon nuage, c'est écrit à l'envers, c'est pas grave. On a donc, quand on traverse la fleur entièrement de gauche à droite, le fonctionnement des gènes, donc A et B, B et C, C, puis encore C, puis B et C, puis BA, puis que A. Voilà ce que ça donne en verticille et en projection. Donc l'expression des gènes de classe A seule aboutit au développement des sépales. Simultanément des gènes de classe A et B, on a les pétales. Simultanément B et C, les étamines. Tout seul C, les carpelles. Et par contre, il y a une caractéristique particulière. Pourquoi on a séparé AC de B? Parce que quand A ne s'exprime pas, C va étendre son champ d'expression et vice-versa. Quand C ne s'exprime pas, A va étendre sa zone d'expression. Donc voici maintenant l'étude. On va travailler à partir de la fleur sauvage d'Arabidopsis thaliana. Vous avez les photographies à gauche, le schéma de la fleur à droite. Donc les sépales en vert, les pétales en blanc, les étamines en jaune et les carpelles en rouge. Voici le diagramme d'une fleur normale. Nous, on travaille sur une moitié de fleur, donc une moitié de diagramme. On a donc sépales, pétales, étamines, carpelles. On a donc ici nos 3 gènes qui fonctionnent. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, on a le codage A, BA, BC et C. Ce sont les gènes actifs. Travaillons maintenant sur un mutant qui s'appelle Pistillata. Pourquoi on l'appelait Pistillata? Parce que vous voyez qu'il a plein de pistils. Il a des sépales et des pistils. Il lui manque les pétales et les étamines. Donc si on travaille sur nos demi-fleurs, qu'est-ce qui se passe? On n'a que des sépales et que des carpelles. On n'a pas de pétales, on n'a pas d'étamines. Si on a sépales et carpelles, ça veut dire que A et C fonctionnent. Par contre, si A et C fonctionnent et qu'on n'a pas de pétales et d'étamines, c'est que B ne fonctionne pas. Donc on a absolument besoin de B et de C pour produire les étamines, de B et de A pour produire les pétales. On a A, on a C, donc c'est qu'on n'a pas B. C'est pour ça que cette plante présente une caractéristique particulière. Le verticille 1 et 2, c'est A et A. Le verticille 3 et 4, ce n'est que C et C qui fonctionnent. Donc l'étude de ce premier mutant a permis de mettre en évidence la notion de mutation homéotique, c'est-à-dire une mutation dont la conséquence est le remplacement d'un organe par un autre. On observe donc une modification du plan d'organisation de la fleur. Ça, c'est un exercice typique en épreuve de bac à l'écrit du 2-2. Un autre mutant, dit Agamus, vous voyez que ce mutant ne possède que des sépales et des pétales. Donc si on travaille sur notre moitié de fleur, notre moitié de diagramme, on a donc nos 4 verticiles, il va falloir dire quel gène s'exprime dans quel verticille. Donc normalement, dans le verticille 1, on n'a que A, on a du sépale. Dans le verticille 2, on a normalement A et B, on a du pétale. Pour l'instant, on est bon. Dans le verticille 3, on est censé avoir B et C, avoir donc des étamines. Or, on a du
pétales. Et dans le verticille 4, on est censé avoir du carpel, or on a du sépale. Donc là, il y a un problème. Pour produire une étamine, il faut B plus C. Pour avoir du carpel, il faut C. Ici, ça signifie donc que C ne fonctionne pas. Et comme C ne fonctionne pas, A s'est étendu. Et donc du coup, on a la combinaison A, puis AB, puis AB, puis A. D'où la structure particulière de cette fleur. Un autre mutant, Apétala, donc du grec le A privatif qui enlève donc les pétales. Donc vous voyez qu'ici on a une fleur qui ne possède que des carpels et des étamines. Donc on travaille sur notre demi-fleur. Ici, notre fleur ne possède pas de sépales ni de pétales. Or, vous savez que pour produire un sépale, il faut A et pour un pétale, il faut A plus B. Ça signifie donc que A ici ne s'exprime pas. Et donc, on a la zone de C qui s'étend. Du coup, en verticille 1, on a C, puis CB, puis CB, puis C. Voilà. Alors, quand on a pu étudier le codage de ces gènes, on a comparé les gènes de classe A pour les 4 types de fleurs, donc individu normal, le mutant Apétala 2, Pistillata et Agamus. Qu'est-ce qu'on a constaté pour le gène A? On a une mutation chez Apétala 2, on a une substitution T à la place de C. Et ça nous a donc donné cette fleur sans pétales. Donc, preuve que le A est indispensable pour les sépales et les pétales. Les gènes de classe B. Mutation, on a un T à la place d'un C, donc thymine à la place d'une cytosine. Chez Pistillata, on a observé cette mutation chez cette fleur, donc qui possédait plein de pistils, mais pas d'étamine ni de pétales. Et enfin, pour les gènes de classe C, on a donc ici pardon, 3 substitutions. C'était chez le mutant Agamus et on a obtenu donc une fleur qui ne possédait ni étamine ni